Donc, l'énergie est tout relatif en fonction de ce que tu fais. Et moi, ce qui me donne le plus d'énergie, ce sont les rêves. Je choisis mes rêves pour me donner de l'énergie et il faut faire une belle distinction. Il y a deux types de rêves, je crois. Il y a ceux dont c'est le résultat qui t'intéresse. Genre, ah, je veux écrire un livre. Est-ce que tu veux vraiment écrire un livre ou tu veux avoir écrit un livre? C'est pas pareil. Il y en a un qui a un travail et l'autre qui est un caprice de bourgeois. C'est très différent. Moi, par exemple, j'aimerais bien être le champion poids lourd en boxe. Je n'ai aucune envie de recevoir des coups de la part des poids lourds en boxe, sur le nez ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs, sur mon corps. Je veux pas vraiment être champion en boxe. Woody Allen disait qu'il y a une seule différence entre un écrivain et un aspirant écrivain. Le fait d'écrire. C'est la seule différence qui est que je voudrais être écrivain. Pourquoi est-ce que tu parles au lieu d'être en train d'écrire? La plupart des rêves peuvent être faits si tu arrêtes d'en parler et que tu les fais. Il faut que tu aies de l'énergie dans le processus. J'ai des amis alpinistes et qui me disent, c'est magnifique. Mon plus grand rêve, c'est d'escalader l'Everest. Et quand tu es alpiniste, escalader l'Everest, si tu penses que le plaisir va venir du fait d'être au sommet de l'Everest, c'est une erreur. Tu vas passer moins de 1 milliardième, c'est une statistique officielle, de ton temps dans ta vie au sommet de l'Everest. Et tous les alpinistes, ils s'entraînent pendant des années, ils grimpent pendant des semaines. Et quand ils arrivent au sommet, vous savez ce qu'ils font? Ils redescendent. Il n'y a personne qui fait « Bon, on va mettre la maison là. On va... » Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait de l'alpinisme, les sommets de montagne sont absolument dégueulasses. Parce qu'avant de redescendre, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Et le meilleur conseil que j'ai reçu par rapport à l'énergie, le fait d'avoir de l'énergie et le fait de bien choisir ses rêves, c'est un humoriste qui me l'a donné. Parce qu'il y a des humoristes qui réfléchissent. Pas tous. Il y a des humoristes qui réfléchissent. Un humoriste américain qui s'appelle Chris Hardwick, qui avait une très bonne carrière. Au début de sa carrière, il travaillait pour MTV, pour K-Rock à Los Angeles. Tout se passait bien. Et après, tel un ex-candidat de télé-réalité, il est retourné dans l'oubli. Et c'est un geek, un fan de jeux vidéo, et il a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle The Nerdist Way. C'est la façon d'envisager la vie comme un geek, comme un nerd, un fan de jeux vidéo. Il dit, le plus grand problème que j'avais, c'était d'imaginer que tous mes efforts allaient valoir la peine quand j'allais atteindre mon objectif. Mais c'est en jouant aux jeux vidéo que j'ai réalisé que c'était un non-sens complet, parce qu'une fois que tu as atteint l'objectif, c'est comme quand tu as fini le niveau en jeu vidéo. Qu'est-ce qui arrive une fois que tu as atteint l'objectif? Il y a le suivant qui arrive. Donc, si tu es uniquement heureux à la fin de la to-do list, tu vas l'être jamais et tu n'auras jamais d'énergie. Donc, essayez de choisir quelque chose qui vous fait plaisir dans le processus et pas juste dans la finalité. C'est pour ça que, personnellement, j'adore le sexe. Sans vouloir vous impressionner, j'ai rempli les plus grandes salles de Belgique, le Cirque Royal, le Forum de Liège, le Centre culturel de Sivry-Rance. Honnêtement, je me suis demandé longtemps pourquoi moi qui vends des blagues à la RTBF, entre autres, je pourrais vous donner une leçon de stratégie. Vous avez tous des entreprises qui fonctionnent bien. Je sais qu'on a dans la salle aussi le leader de l'année 2012. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à un blaguiste de faire ça? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Eh bien, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai enfin trouvé la réponse. Je sais ce que je peux vous apporter. Rien du tout. Rien. Il n'y a pas une phrase que je vais dire qui ne sera pas une perte de temps pour vous. Je suis totalement désolé. Mais heureusement, quand tu es humoriste, tu as énormément de temps libre parce que tu fais 1 ou 2 shows par semaine, ce qui te laisse beaucoup d'heures pour aller sur Internet. Et sur Internet, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des chatons. Il y a aussi des anecdotes intéressantes. Je vais vous parler d'un autre grand stratège, un Québécois, vous connaissez probablement, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle René Angélil. René Angélil, c'était le manager de Céline Dion. Mais pas que. Parce que René Angélil, avant d'avoir une carrière très intéressante en tant que manager, c'était lui-même un chanteur. Vous ne le savez peut-être pas, mais René Angélil était dans un boys band à l'époque. Je vous jure que c'est vrai. Qui s'appelait Les Baronnets. Je me doutais que vous alliez être sceptique. Et une des plus belles anecdotes de stratégie de René Angélil, c'est au début de la carrière de Céline Dion, ça ne fonctionnait pas super bien. Et il se fait offrir un contrat, disons-le, un contrat de chiottes. Mais ils ont quand même un peu faim, ça ne marche pas très bien. Ils se disent, est-ce que je dois accepter le contrat? Est-ce que je dois le refuser? Et il y a un principe qu'il a créé à ce moment-là, que j'essaie d'utiliser pour moi aussi. Il dit, si tout allait bien dans ma vie et si je n'avais pas besoin de ce pognon, est-ce que j'accepterais la proposition? La réponse était non.
Donc, c'est dit dans ce cas-là, si c'est une mauvaise idée pour quand j'ai du succès, ça ne peut pas être une bonne idée quand on essaie de démarrer, et il a refusé. Bon, normalement, il y aurait beaucoup plus de suspense si vous ne connaissiez pas Céline Dion. On dirait, est-ce que ça a marché pour elle? Oui, ça a marché pour elle. Elle s'est débrouillée. Ses ritournelles ont joué sur quelques radios. Désolé d'ailleurs pour ça au nom des Québécois, elles ont joué énormément. Et j'essaie toujours d'appliquer ce même truc-là. Il y a cette notion du risque dans la stratégie. Moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire pour mes shows à moi. La première fois que j'ai fait un spectacle dans ma vie, je me suis dit, c'est agréable. J'étais dans un café et c'est juste à côté d'une boîte échangiste à Bruxelles. Je vous jure que c'est vrai. Et je jouais à 22 h le soir. Et c'est la seule fois de ma carrière, heureusement d'ailleurs, que j'ai été dérangé par quelqu'un qui s'était trompé d'endroit. Il a ouvert la porte, il a fait... Et il a reculé. Et le pauvre, tu essaies d'être subtil quand tu vas dans une boîte échangiste. C'était grillé pour lui, mais il m'a permis de faire 10 minutes de blague. C'était un des plus beaux moments de ma carrière. Le deuxième spectacle que j'ai fait, j'ai décidé de louer le Cirque Royal à mes propres frais. À l'époque, c'était 4 300 € si ça vous intéresse. Mais il vient vide. Tu as les clés, tu n'as pas de micro, tu n'as pas de lumière. C'est pas idéal pour un spectacle, honnêtement. Et je me suis dit, je vais essayer de vendre les places à 10 € et je vais essayer de le remplir en 50 jours. Et ça a marché. On a rempli le Cirque Royal. Les dernières places, d'ailleurs, ont été achetées à l'époque par Elio Di Rupo, qui n'est pas venu, ce qui est rassurant. Elio Di Rupo a des choses plus importantes à faire qu'aller voir un humoriste qui est à son deuxième spectacle. C'est rassurant pour l'ensemble du pays. Mais ce qu'on va dire à cette époque-là, c'est « Ah, mais tu as pris un risque. » Et en fait, j'ai toujours aimé la Belgique pour ça en particulier. Il n'y a aucune culture du risque dans mon exemple des gens que moi j'ai rencontrés. Et ce qui fait que les gens confondent une bonne stratégie avec un risque. C'était quoi le risque au Cirque Royal? C'était de perdre... Allez, si je perds 4 300 €, c'est que j'ai vendu 0 billet. Et là, à ce moment-là, il faut que je change de carrière. C'est une leçon qui m'aura coûté 4 300 €. Ça vaut la peine. J'ai fait 2 pages dans le Ciné-Télé-Revue, 1 page complète dans le soir. J'ai été invité au JT pour en parler. C'est de la pub, vous travaillez dans le monde des entreprises, qui vaut légèrement plus 6 minutes dans le JT que 4 300 €. Donc, il n'y avait aucun risque si mon but était de me faire connaître. Après, le risque, c'était que le spectacle soit mauvais. Et ça, ben, c'est encore un risque aujourd'hui. Je m'en rends compte de temps en temps. Ce coup-là a fonctionné parce que c'était un faux risque. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire le plus souvent, faire des faux risques. Ça n'a pas toujours marché. Non, je me suis planté royalement. Je crois que mon plus bel échec, et c'est toujours marrant d'entendre parler des échecs des autres, j'ai 2 échecs particuliers. Le premier, j'ai été invité à jouer pour une soirée qui s'appelait Gastronomie et rire. J'aurais pu avoir la puce à l'oreille. Et dans cette soirée, Gastronomie et rire, et c'est pas de la faute de cette personne-là, et je me moque pas de cette personne-là. La personne qui construisait le podium, juste devant un bar dans un restaurant, c'est pas de sa faute, elle mesure 1,56 m. En soi, c'est pas grave. Tu peux quand même faire le podium. Sauf qu'à 1,56 m, tu le sais pas, et tu te rends pas compte que le podium est trop haut par rapport à la poutre qu'il y a juste au-dessus. Ah, ce fut un spectacle Gastronomie et rire. Pas comme j'avais prévu, mais je devais faire une blague, aller de l'autre côté et faire la blague suivante. Et là, mon préféré, c'est un de mes amis humoristes qui dit « Dan, est-ce que ça te tente de venir jouer à Wavre? » Je dis « Bien sûr. » Il dit « C'est pas payé. » Je dis « C'est pas grave. Quand tu commences en humour, tu fais pas ça pour l'argent. » J'arrive dans la salle, on me dit « Il n'y a pas de micro. » Je dis « C'est pas grave, on va parler fort. » Ce qu'on m'avait pas dit, c'est que nous, on faisait notre spectacle au premier étage. Au deuxième étage, il y avait un baptême d'une très grande famille. Tellement grande qu'il avait engagé un groupe de musique pour le baptême. Et le solo de l'oncle Georges à la batterie et à la basse, c'était pas évident d'essayer de faire des blagues, d'attendre qu'il finisse son solo et de recommencer. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas été mon plus grand succès à vie. Mais ce que j'ai appris, et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer toujours avec la stratégie du risque, c'est que quand tu prends un risque, tu as 2 options. Soit ça fonctionne et tu passes pour un génie, soit tu échoues et tu passes pour un mec qui avait des couilles. Faire de la magie, c'est assez simple. En fait, la magie, c'est comme le talent. C'est quelque chose qui apparaît comme par hasard quand tu t'es entraîné pendant 10 000 heures. Humoriste, il y a une phrase, on dit humoriste, c'est le genre de métier où il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain.
Et c'est pareil, j'ai découvert un petit nouveau. Non, le petit nouveau, ça fait 10 ans qu'il fait 200 dates par année, mais tu ne le savais pas encore parce qu'il s'est préparé. Donc la magie, c'est comme le talent, c'est de l'entraînement. Et voilà, sans vouloir citer un de vos grands, hein, Jacques Brel, qui disait « Je ne crois pas au talent, je crois en la passion et la sueur ». Je ne sais pas si c'est de la passion ce soir, mais je sais qu'il y a de la sueur. Donc voilà, on est à mi-chemin. Voilà. Il n'y a rien qui est vraiment difficile. La physique quantique, c'est pas difficile. C'est long. Tout est simple quand tu consacres un assez grand nombre d'heures pour l'apprendre. Et c'est un truc que j'ai dit dans mes spectacles. On est là pour faire de la promo aussi. Mais un des trucs en Belgique que j'ai souvent entendu qui était difficile, c'est le flamand. On va dire, c'est difficile le flamand. Est-ce que c'est difficile ou est-ce que tu n'as pas mis assez d'heures pour l'apprendre? Et juste en comparaison, parce qu'on a des vies occupées, on n'a pas beaucoup de temps, essayez d'imaginer toutes les minutes que vous avez consacrées à l'onanisme, aka la masturbation. Merci. Et à la place, si vous aviez étudié le flamand. Il n'y a rien qui est difficile, c'est le nombre d'heures que tu consacres afin de vraiment maîtriser ton art. Et je suis certain qu'il y a un des deux arts que vous maîtrisez mieux que l'autre, mais je ne veux pas le savoir.